Merci de nous regarder de partout ailleurs. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce magazine Savoir Plus sur votre télévision. Indépendance de la République démocratique du Congo, l'on en parle encore. Vous le savez, donc le pays a donc totalisé bien sûr 64 ans depuis qu'il a accédé à son accession tant nationale qu'internationale. Accession bien sûr à sa souveraineté, j'y arrive. Et pour l'heure, l'on se demande pour qui et pourquoi l'indépendance, en tout cas, qui est retenir également de la lutte économique, 64 ans après. Ainsi, pour évoquer toutes ces questions, je reçois sur ce plateau les professeurs Bilolo Moubabingue, qui est philosophe, également égyptologue et spécialiste en religion africaine. Il est aussi directeur chargé de la bonne continuité à l'Institut africain d'études prospectives, un établissement de l'État, même si cet établissement ne fait pas beaucoup de bruit sur terrain. Professeur, bienvenue. Merci. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Lorsqu'on parle d'abord de l'indépendance, pour vous, ça vous rappelle quoi? Ça me rappelle la récupération de l'autonomie du Congo. Ok, l'autonomie? Oui, la récupération donc de la souveraineté. Ok, l'autonomie sur quel plan? Parce que si, comme je l'ai dit déjà dans l'entame, la lutte économique de la RDC reste encore sujet à débattre parce que le pays n'est pas totalement libre économiquement. Oui, c'est ce que je dis. Nous parlons du 30 juin. Donc l'événement du 30 juin, c'était l'acte de récupération de l'autonomie, donc de sa souveraineté, oui. Des récupérations, c'est-à-dire on avait cette souveraineté, et puis cette souveraineté a été dérangée, je dis bien dérangée, troublée par la présence des étrangers, de pilleurs étrangers, et puis qu'on avait chassés le 4 janvier, et puis quelques mois après, donc on a eu, les autres ont accepté de se retirer. Donc c'est vraiment un nouveau point de départ pour une nouvelle expérience d'après, donc après l'occupation. Après l'occupation, mais aujourd'hui, 64 ans après, si l'on peut vous demander, cette indépendance était pourquoi et pour qui? Qu'allez-vous répondre? La réponse est difficile parce que ce qu'on appelle l'indépendance, c'était tout simplement une déclaration politique. C'est pour cela qu'il y a des gens qui parlent de l'indépendance politique. Mais l'indépendance économique est encore à retrouver. Donc l'indépendance culturelle est à récupérer. L'indépendance, donc, dans beaucoup de domaines, cette indépendance, cette autonomie est encore à conquérir. Heureusement ou malheureusement, l'indépendance politique, il y a eu des morts, donc le 4 janvier. Mais pour l'indépendance économique, il n'y a pas encore de morts. Ah, il faut qu'il y ait aussi des morts. Oui, bien sûr. Je crois que Lumumba est mort, entre autres, pour l'indépendance économique, parce qu'il voulait, dans l'acte même de l'indépendance politique, il voulait aller plus loin pour reconquérir l'indépendance culturelle et l'indépendance économique. Ce que les Belges n'ont pas pu aimer? Non, ce n'est pas à eux de choisir. Le jour où on les a chassés, c'est pour cela que j'associe les deux. Quand on les a chassés, on a commencé à les poursuivre dans des rues. Le 4 janvier, on n'avait pas besoin de leur approbation. Nous n'avons pas besoin de l'approbation de Belges ou de qui que ce soit. De la même manière, il nous appartient, nous, Congolais, de lutter pour récupérer notre
autonomie, notre souveraineté économique et même politique aussi. Mais lorsque nous parlons de 64 ans déjà d'indépendance, c'est comme qui dirait l'État indépendant s'ignore qu'il est indépendant. Oui, effectivement, l'État indépendant semble s'ignorer qu'il est indépendant. Les Africains en général, ça ne se limite pas seulement au Congo, Oui. ne sont pas très conscients d'être indépendants parce que l'acte d'indépendance, c'est comme si on avait remplacé j'allais dire, les pilleurs à peau rouge, donc Mindele ou Miropa, comme je les appelle aussi. Miropa, c'est un terme bantou qui signifie rouge, vraiment en majorité. Donc, il signifie rouge. On a remplacé les rouges par les noirs. Et c'est ça le danger, l'ambiguïté, le malaise qui vous pousse même à cette émission, c'est ça. Donc, on a remplacé. C'est pour cela que je disais que c'est un nouveau point de départ, mais nous ne devrions pas croiser les bras et fêter. On va fêter quoi? Nous devons continuer la lutte pour l'indépendance. Non, pour la récupération de la souveraineté sur le sol et le sous-sol congolais. Donc, à vous entendre parler, c'est pour autant dire que jusqu'aujourd'hui, le Congo n'a pas encore pris conscience qu'il est indépendant. Non, le Congo n'a pas encore pris conscience. Mais il y a des slogans, mais la réalité est autre. J'ai même l'impression que nous sommes devenus plus dépendants depuis le 30 juin qu'on l'était avant le 30 juin. Ah bon? Oui. Expliquez-vous. Nous sommes en train d'hypothéquer dans tous les domaines de la vie notre autonomie, notre identité, notre sol, notre sous-sol, nos forêts, les eaux. Même les Congolais sont en train d'être hypothéqués. Je sais que c'est grave ce que je suis en train de dire. Nous sommes en train de tout perdre, en d'autres termes. Tout perdre. De tout. De tout. Sur le plan économique, culturel, il y a quelqu'un qui a réagi à une des émissions qu'on a eues ici. Il dit, quelle indépendance? La langue est importée. Donc la langue officielle du Congo est une langue importée que les mamans, les cousines, les nièces au village mais c'est ce qui s'est fait aussi ne comprennent pas. Dans d'autres pays africains. Oui, mais effectivement, c'est pour cela que je parle. En fait, c'est un problème de tous les Africains. L'économie, tout est importé. On hypothèque le sol. On prend les pays, on les divise en carrés miniers, et puis on distribue aux étrangers, parce que même les Congolais, là, ce sont des Congolais, derrière eux, il y a des étrangers. Donc, on donne tout. Je me demande, si les Congo, maintenant, c'est un paquet de carrés miniers, alors, comment est-ce que les enfants congolais, dans 100 ans, dans 2 siècles, vont vivre? Parce que ces richesses les richesses, c'est un bien commun. C'est-à-dire, chaque enfant congolais a son pourcentage dans ces richesses du sol et du sous-sol. Chaque enfant a droit à cela. C'est comme l'air que nous respirons. C'est comme le soleil. Chacun a droit à un peu d'oxygène pour pouvoir vivre. Mais nous sommes contents qu'on fasse des carrés miniers sans nous demander
comment le Congolais de l'an 2200 ou 2250, ils seront 500 millions, plus de 500 millions. Comment est-ce que ces Congolais-là vont vivre? De quoi? Parce que le sol, nous aurons, avec l'autre politique de carré minier, aurait déjà épuisé le tout. Nous donnons à travers la politique de carré minier toutes les richesses et l'avenir du Congo aux étrangers. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que le peuple n'est pas conscient que chacun a quelques grammes, a droit à quelques grammes de coltan. Tout Congolais. Tout Congolais. Et d'ailleurs, être Congolais lui donne déjà ce pouvoir-là. Nous donne déjà ce pouvoir. Quand on dit qu'on est Congolais d'origine, c'est-à-dire on possède dès sa naissance cet héritage, quelques pourcentages sur les richesses du sol et du sous-sol congolais. Ce ne sont pas des biens de quelques individus, parce qu'ils ont accès à des Européens ou des Asiatiques qui peuvent leur financer l'exploitation, l'achat de machines. D'ailleurs, ces gens-là n'ont même pas non plus d'argent. Ce sont les banques étrangères. Et derrière ces banques, les États étrangers. Alors nous trouvons normal qu'on puisse vivre. Les milliardaires, vous savez, il a des carrés miniers dans les Chabas, l'autre a des carrés miniers en Ituri, etc. Non, ça ne peut pas continuer. Là, il faut une révision constitutionnelle et d'urgence. Ah bon? Là, oui, l'amendement, parce qu'on déplace le débat sur la nécessité d'une révision constitutionnelle en faisant seulement une histoire de mandat. Les mandats que personne ne respecte. Je suis dans un institut, par exemple, où mon directeur scientifique est déjà à son 5e mandat. Or, la loi ne donne même pas d'exception. 2 mandats, c'est terminé. Mais dans tous vos bureaux ici, vous avez des gens qui sont même à leur 5e, 6e mandat. Il est là depuis 30 ans, l'autre est depuis 20 ans, on trouve normal. Poste à vie. Donc, la discussion sur le mandat, c'est seulement lié autour du président de la République. Donc, il faut discuter de ce mandat à tous les niveaux. À tous les niveaux. Donc, prochainement, si on a discuté sur le mandat, on va les discuter à tous les niveaux, dans toute l'administration, dans tous les bureaux. Donc pour vous, c'est inconcevable de trouver quelqu'un qui a déjà fait plus de 30 ans à un seul poste? Non, parce que la loi ne le permet pas, ne l'autorise pas. Par exemple, chez nous, dans le domaine de la recherche scientifique et de l'enseignement supérieur, on vous dit, par exemple, si vous êtes recteur, ou bien si vous êtes directeur scientifique, donc secrétaire académique, 2 mandats, 5 ans... 5 ans renouvelables une fois. Si vous êtes assistant ou attaché de recherche, ce que nous appelons, attaché, donc le chef de travaux, oui. 4 ans, non, maintenant d'ailleurs on a réduit, 3 ans, 2 fois renouvelables, c'est-à-dire tout au plus 6 ans. Mais j'ai par exemple personnellement au sein de l'INADEP, les assistants qui sont là depuis des années, les chefs de travaux, depuis 1991, 92, Il est toujours chef de travaux. Ils sont toujours, je ne le vois jamais bien sûr, mais ils sont toujours payés, ils sont sur la liste de... Mais sûrement que la faute vous incombe, parce que aujourd'hui, si les scientifiques commencent à se réveiller pour parler que nous sommes encore aliénés sur le plan économique, mais c'est à cause de vous, scientifiques, parce que vous n'avez pas fait correctement votre travail. Non, je le concède, mais nous faisons notre travail. Nous dénonçons. Mais nous qui dénonçons, on développe un narratif qui nous présente comme étant des méchants. Ah bon? Donc, oui, rien ne change. Vous savez, quand vous dénoncez des histoires, j'ai même eu l'expérience de quelqu'un qui dénonçait, ça ne peut pas continuer. Finalement, il s'est découragé, il fait comme tout le monde.
Donc, quand vous dénoncez et qu'il n'y a pas de réaction, les autorités font sur notre oreille, et puis à un certain moment, on se fatigue. Mais il ne suffit pas seulement de dénoncer, professeur, mais il faut aussi apporter des pistes, des solutions. Oui, on apporte des pistes de solutions. On doit renouveler introduire la rotation. Au fond, la loi ou les lois en vigueur. Donc les statuts qui définissent les statuts de telle ou telle fonction définissent tout. Mais personne ne respecte ces lois. C'est pour cela, en fait, le débat sur... je ne voudrais pas quitter les thèmes. Je voulais seulement dire que le débat sur il y a nécessité de revoir d'urgence, je dis bien d'urgence, pas attendre dans 2 ans, 3 ans quand on va faire former des commissions pour la réforme constitutionnelle. Non, qu'on se penche sur les problèmes des carrés miniers, qu'on les stoppe. Qu'on stoppe l'exploitation de nos forêts. Qu'on retire les licences. Qu'on cesse et qu'on ne tente même pas d'hypothéquer l'eau. Ah oui? Parce que nous sommes dans un contexte où vous pouvez vous lever, on vous dit que l'eau du fleuve Congo, ça appartient aux Japonais. Et qu'il ne faut pas mettre vos pieds sur le fleuve Congo. Où nous, Congolais, nous allons payer pour que nos pirogues puissent circuler sur le Congo. Ou que l'eau du Kasaï ou de l'Omami. Vous sentez déjà un danger? Il y a un danger réel. Parce que les Européens même sont tellement arrogants qu'ils commencent à discuter le sort de nos fleuves et de nos rivières sans nous et de nos lacs. Donc, il y a vraiment là où on a perdu. Ici, nous devons nous réveiller. Et c'est bien même que vous ayez posé donc la question. Nous devons nous réveiller pour protéger le pays. Pour protéger l'avenir des Congolais. Pas seulement l'avenir des Congolais qui sont encore en vie, mais aussi l'avenir des Congolais qui sont en devenir et qui viendront en l'an 2500, en l'an 300. Sinon, le président de la République doit savoir que chaque décision qu'il prend engage la vie, l'avenir de Congolais dans 100 ans, dans 200 ans. Ce ne sont pas des décisions épisodiques. C'est présenté souvent comme étant des décisions épisodiques, mais ce sont des décisions qui ont des conséquences très graves dans l'avenir et on doit mesurer donc ces conséquences. Les carrés miniers ne viennent pas, cette politique-là, ça ne vient pas de lui. Donc il a hérité ça, mais cette fois-ci, je crois, il y a nécessité vraiment de changer la politique donc, du sol, la gestion du sol et du sous-sol doit être rationalisée et la vente même du sol aux étrangers, soit disons que c'est de l'exploit, ils viennent pour exploiter, ils vont faire des plantations et pendant 100 ans, ce n'est pas nécessaire. Déjà, on parle de 80 millions de terres qui ont été vendues. Ah, il faut les récupérer. Mais comment, comment allez-vous les récupérer? Vous changez la Constitution annule tout acte posé. Donc tout acte posé. Donc, vous ne craignez pas de représailles après de la part de ces étrangers? Nous sommes prêts pour mourir pour le Congo. Makila na biso pona Congo. Tozali, toza na mboka woyo, toza na mboka bonsusu te. Bana na biso bako vivre ndenge nini. Non. C'est la raison même pour mourir. Nous allons mourir pour cette terre du Congo. C'est un discours que vous tenez tout le temps. Je le tiens et je veux que tout jeune l'intériorise. Makila na biso pona Congo. Vous n'avez pas d'autre pays. On crache sur vous partout. On vous jette dans la mer Méditerranéenne. Les gens n'en parlent pas. Nous sommes traînés dans la boue à travers le monde.
comme si nous étions nés pour être les esclaves des autres. Non. Donc c'est pour cela que je dis, nous devons vraiment, on doit veiller à protéger les sols, pas l'hypothéquer, la guerre de l'Est. Je demande toujours pardon à la société civile de Bukavu, Nord Kivu et Sud Kivu, et même aussi de Kisangani. Vous demandez pardon pourquoi? Parce qu'en 90, déjà même pendant la phase préparatoire de la conférence nationale, on avait eu des réunions de la société civile sur le plan national. Oui. Ici au centre de Kimbangiste, ici à Kinshasa. Même avant d'arriver là-bas au centre Bondeko. Ils nous ont dit qu'il y a un problème à l'Est et que le président s'est entouré de gens qui ne sont pas ou qui ne veulent même pas être congolais, mais on les a forcés à être congolais et ils ont maintenant acheté des terres. La guerre des terres était avant la conférence nationale. Les Bahati, les Fayoulou ici, les Kapita, Paul Kapita et autres sont témoins parce qu'ils étaient aussi, les Lumbi sont déjà morts. Les Numbi, mais il y a des gens comme la femme de Maître Tunda et autres qui sont encore en vie, qui peuvent vous le dire. Ce problème-là était au centre de la conférence nationale. Mais on n'a pas pris au sérieux. Et aujourd'hui, vous regrettez? Aujourd'hui, nous regrettons parce que si nous avions pris au sérieux cet avertissement, on aurait agi autrement. Mais on avait un peu agi, c'est-à-dire le projet de constitution de la conférence nationale s'était penché sur ces problèmes-là. Mais ce projet de constitution n'est jamais passé au référendum. Et même les acteurs, les Bahati là, sont des acteurs, les Fayoul, tout ce monde-là, étaient acteurs de ce projet de constitution. Ils n'en parlent plus, ils n'évoquent plus les articles qui sont négligés. On l'a carrément remplacé par la constitution de chef de guerre. Donc, il faut... Oui. Professeur, oui. Économiquement parlant, Oui. la RDC est loin de récupérer, en tout cas, sa dignité. Ça, il faut le reconnaître. Oui, ça, je le reconnais que, économiquement parlant, la RDC est en train de tout perdre. C'est un pays riche, mais c'est la richesse des autres. Le pétrole qu'on va découvrir, ça sera pour les Américains. Le coltan, c'est pour Glencore et Apple et autres. Qu'est-ce qui nous appartient? Mais qu'est-ce que vous faites, vous scientifiques? Non, parce qu'ici, on est au niveau, ce n'est plus le domaine de la science. Mais non, parce qu'ailleurs, oui. Ailleurs, nous voyons que leurs scientifiques, oui. Ils vous prennent comme des sujets de réflexion. Ils réfléchissent. Oui, ça nous le faisons. Nous le faisons, même la transformation, il y a au ministère de la Recherche scientifique. On a initié un programme, donc le ministre Kabanda a initié un programme pour mobiliser donc la créativité pour mais ça reste encore utopique, hein? Parce que... on a déjà commencé, je venais même de lire il n'y a pas longtemps qu'il y a maintenant 11 ou 12 inventions qui vont passer à la production en série. Mais comme je leur avais dit au cours d'une conférence que le ministre avait organisée, vous savez que l'Allemagne ou la Belgique ou la France qui ne produisent pas de cacao, des arachides, mangent des arachides chaque jour. Donc, je peux acheter les arachides ici, en Allemagne, et venir les vendre à Kinshasa avec intérêt. Vous me saisissez? J'achète les arachides en Allemagne, et l'Allemagne ne produit, n'a même pas un mètre carré donc des arachides,
Mais ces arachides sont moins chers en Allemagne qu'en Afrique. qu'en Afrique. Les cafés, la même chose. On boit. Maintenant, on commence à vendre. Vous arrivez au Canada, on vous donne les cafés gratuits dans certains restaurants. D'ailleurs, où vous avez même peur. Et j'ai eu peur. J'étais une fois autour de Vancouver. On vient me donner les cafés. Alors moi, j'avais peur parce que je dis, je n'ai pas l'argent pour payer. Je dis à la personne, non, je veux seulement manger, je n'ai pas besoin de café. Il me dit, monsieur, c'est gratuit. Les cafés ne s'achètent pas. Moi, je dis... Pendant qu'ils ne produisent pas. Pendant qu'ils ne produisent pas. Et j'arrive au Sénégal, on m'a vendu à $2 la tasse la plus petite de café de ma vie. Une petite tasse comme ça. À $2. À $2. J'ai même amené la tasse en Allemagne, c'est peut-être entre mes livres, comme souvenir pour montrer. Vous aimez beaucoup l'Allemagne parce que c'est votre deuxième pays. Oui, je suis là depuis plus de 40 ans, ce qui est normal. Alors, oui, mais vous voyez vous-même l'exemple. Je m'attendrais à manger beaucoup de bananes à Kinshasa, et des bananes de bonne qualité, conservées dans de bonnes conditions, qu'à l'extérieur. Or, c'est l'inverse. Cela signifie quoi? Vous pouvez produire des véhicules. Vous pouvez tout produire, vous allez rester pauvre. Donc, les Congos peuvent produire. On peut lancer campagne de maïs, de ceci, de cela, de manioc, des arachides. Les Congos... Tout en restant pauvre. Tout en restant pauvre. Vous serez seulement les esclaves de Miropa et des autres. Ça signifie quoi? Et ça, c'est pour... Je suis en train ici de prévenir contre l'activisme. Il y a l'activisme politique, faisons ceci, vous pouvez construire vos buildings, et puis on initie un peu une petite discussion entre les Congo-Brazzaville et les Congo-Kinshasa. Du Congo-Brazza, on vous lance seulement de raquettes sur vos ponts, vos bâtiments, les Hilton, les hôtels du fleuve. Dans moins de 24 heures, il n'y a plus un seul bâtiment debout. Pour en centre. Oui, si vous voulez aller en haut, ayez aussi l'armée capable de protéger ces constructions. Je ne suis pas contre le fait qu'il n'y a pas encore de pont entre Brazzaville et le Congo. Parce que ni Brazzaville ni le Congo-Kinshasa ne sont à même de protéger un pont qui va coûter plusieurs milliards, parce que les autres vont initier un jeu comme ils l'ont fait en Libye, pour venir bombarder ce pont-là. Parfois, même notre sous-développement, là, c'est une stratégie très rationnelle. Les hommes rouges. Oui, pour se protéger et prévenir contre certains dangers. C'est vraiment très touchant, mais de voir que le pays a beaucoup de savants, beaucoup de gens qui s'appellent scientifiques, avérés, professeurs d'université, mais incapables de concevoir des idées, de mettre en place des idées pour assurer l'avenir de leur pays sur le plan économique. Ils les conçoivent. Ils mettent ça dans leur mallette. Ces idées vont arriver chez le président comment? Vous pouvez faire des propositions. Ça va arriver dans l'oreille ou devant le président comment? Parce que le système colonial qu'on a hérité fait que, je ne sais même pas si c'est le système colonial. Quand vous prenez le pouvoir, on vous entoure. Vous ne lisez que ce qu'on vient de poser sur vous. Le président Mobutu nous a donné un exemple. Vous savez qu'il s'est retiré de son propre parti. Il a pris congé du MPR, les partis pour lesquels il avait lutté et travaillé toute sa vie. Il constate à la fin, après le dialogue avec les mamans, qu'on n'a fait que le tromper. Est-ce que la situation a changé? Le scientifique, nous parlons, je vous dis que les portes sont fermées aux scientifiques de ces pays. Même à vous? Les portes sont fermées, même à nous ici.
Nous sommes clochardisés. Ah bon? Nous sommes dans... Les scientifiques sont superflus dans ce pays. Par-delà les discours, parce que les discours sont composés par les mêmes scientifiques. Nous ne sommes pas à notre place. Nous ne sommes pas utiles. Les gens qui étaient, par exemple, sur la liste de l'Institut africain d'études prospectives, comme Kalala Omutunde. Déjà, en entendant le mot Kalala, vous savez qu'il y a un Congolais qui les soutenait derrière. Vous voyez qu'il est connu partout en Afrique. Mais il est mort comme chef de travaux à l'INADEP sans que le gouvernement congolais n'en prenne notice. Les Kamana sont morts. Je peux vous citer d'autres, même jeunes, qui sont là-bas sur nos listes et qui sont maintenant presque les DG adjoints des grandes sociétés de la planète. Donc, quand on vient ici, on est réduit à sa plus simple expression. Ah bon? On ne reçoit même pas une invitation, même les ministres qui étaient votre étudiant, qui étaient votre copain, avec qui vous dormiez parfois ensemble quand il vient là-bas, on ne vous reçoit pas. Je dis bien, je les accuse tous, parce que quelqu'un me l'a dit, il a dit qu'il y a une crise d'hospitalité au Congo. Comment se fait-il que les Congolais, quand ils viennent nous voir à l'extérieur, on dit, ah, venez, on le reçoit et tout, on les aide à faire des histoires, à faire des achats, etc. Et même à dormir, si on a des places, on dit, non, j'ai la place, venez, vous allez dormir. Quand vous venez ici, on ne vous connaît plus. Et ça vous fait mal. Depuis, ça fait 2 ans, c'est même mieux que vous en parliez, presque 2 ans que je suis là, même parmi mes amis professeurs, c'est-à-dire qui étaient aussi les camarades de l'université, de l'école, on est là, ils savent que vous êtes là, ils ne vous appellent pas, à quelques exceptions près. Mais que ça, je peux d'ailleurs, que je peux d'abord, l'exception là des émérites. C'est-à-dire les émérites sont ceux qui étaient nos professeurs, comme les Kambaya Bouacha, comme les Kinyongo, etc. Ceux-là ont encore gardé cette sensibilité humaine d'accueillir les autres et puis de marcher ensemble jusqu'à la fin de leur vie avec leurs disciples. C'est pourquoi le pays va toujours rester en train de patauger avec de telles attitudes. Le pays est en train de patauger. Les gens avec qui vous avez mangé et bu, d'ailleurs que vous rencontrez dans des séminaires, dans des manifestations, vous vous dites bonjour à la porte, mais il n'y a aucune causerie, et ça je les accuse aussi, il n'y a pas d'échange scientifique. Ils ne cherchent rien de scientifique. Mais peut-être que, parce que vous avez fait plus de 40 ans en Allemagne. Non, je venais d'ailleurs souvent ici. Je ne voudrais pas peut-être vanter le passé. Vous savez, quand je venais ici, je parlais avec des gens, les Cheko Kitundu, les Ntunda, les Meker, les Ceci, les Sula, les Mova. Donc, en dehors, bien qu'ils étaient de l'opposition. Non, nous étions de l'opposition. Oui. Ils ont dit, un Tshisekedi entre. Ils me connaissaient comme Tshisekedi, mais cela ne nous empêche pas de parler, de partager et de parler de l'avenir du Congo. Ce qui ne se fait pas aujourd'hui. Ça ne se fait pas. Les Meker, on a parlé donc de l'os du Chango, des choses, des projets qu'on devrait faire. Au moins ceux de la majorité de l'époque, vous receviez. Mais maintenant, les vôtres ne vous reçoivent pas. Pas seulement cela. J'allais même à l'intérieur donc de FCC là, de leur bâtiment. J'entrais, c'était un peu comme chez moi. Donc chaque fois que je venais, je passais là-bas. Tout comme je passais par exemple chez les CID. On disait, ah, ces Tshisekadistes là, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Moi, je dis, mais nous devons faire la coalition pour être une équipe où on était reçus. Je raconte l'histoire des ministres qui vous rencontrent en route sur l'escalier et disent, ah, prof, viens. Vous n'avez rien à dire ou quoi? On a besoin de vos idées. Allez, montez.
on monte. Donc là, on se sentait dans son pays. Mais aujourd'hui, les gens d'ailleurs, quand ils marchent, ils veulent vous montrer, nous sommes des personnalités importantes. Et on s'est même chamaillé devant le ministère de la Recherche scientifique. Le ministre venait, les gens viennent, oh, quittez. Ils vous enferment même dans des chambres à côté. Hein. Si vous étiez dans la salle de réception, là, on ferme la porte. On vous ferme l'accès au ministre. Alors, un jour, c'était le ministre Mpanda qui venait. Quelqu'un vient et dit, oh, moi je dis quoi? Pourquoi? Il est ministre à cause de nous. Après les ministres, ce sont le directeur des instituts et des centres de recherche. Les professeurs, chercheurs, c'est la raison d'être d'un ministre de la recherche scientifique. Il ne peut être question que quelqu'un de protocole vienne nous importuner pour dire de quitter. Alors le ministre a entendu qu'il était encore à l'extérieur. Quand il est venu, on s'est mis à parler, puis nous sommes montés avec lui ensemble. Mais il fallait s'imposer. Est-ce qu'il faut arriver jusqu'à ce niveau-là? On ne dit pas aux gens de protocole qui est qui. Si vous voyez qu'il y a un professeur qui vient, qui veut parler avec les ministres, vous ne pouvez pas comme ça les traîner comme tout le monde. On nous traîne dans la boue. Nous utilisons l'expression « nous sommes clochardisés » dans notre propre pays. Ils n'ont pas besoin de nos idées. Les ministres, il était les généraux avec qui on avait d'abord lutté à la conférence nationale, mais par après, quand Kabila est venu, il est devenu ministre. Le général Kaloumé, il est parmi les rares ministres qui m'ont appelé là, en Allemagne, pour me dire, nous avons besoin des idées pour la reconstruction de ce pays. Sonnez les tam-tams, contactez les amis aux États-Unis, ailleurs. Faites des idées, nous voulons construire notre pays. Voilà l'attitude d'un homme politique. Pas les vôtres actuellement. Non, pas les nôtres. Non, pas les nôtres. Bien sûr, maintenant, le gouvernement a changé. Le gouvernement a changé. Nous avons un autre gouvernement. Ce que je dis ne les engage pas encore. Ça sert seulement de mise en garde que cette culture du non-être, de la complaisance, parce que si un ministre ne reçoit pas les scientifiques, pourquoi est-il là? Est-ce que pour recevoir des idées, pour discuter sur l'avenir du Congo, il faut qu'on me mette sur la liste comme conseiller? Vraiment. Donc on ait seulement des conseils de gens payés. Est-ce quand on est payé et qu'on est à l'intérieur d'une hiérarchie, est-ce qu'on peut parler comme je parle là? Professeur Bilolo Moubabingue, oui. Merci d'être venu. Merci. Je crois que toutes ces idées pourraient aider la République à mieux retrouver son autonomie financière et sur le plan économique. Et surtout qu'il faut que vous puissiez faire correctement votre travail. Oui, nous allons le faire. Nous l'avions fait dans le passé. Nous continuons à le faire. Comme je vous ai dit, Makila Nabiso pour na Congo. Nous n'avons pas d'autres pays et nous invitons les nouveaux politiciens à cesser de s'embourgeoiser. Ça ne sert à rien, des maisons là, vous n'allez pas les emporter. Alors ne vendez pas les pays contre des provisions de quelques millions. Vous ne pouvez pas vendre des milliards et vendre j'allais aussi dire milliards de vies humaines de Congolais qui viendront au cours de ces millénaires pour une petite construction très sale à Lingwala ou ailleurs. Mais non, donc je les invite vraiment à la modestie, à la simplicité, parce que nous sommes les sociodémocrates. Nous sommes presque des communistes ou des socialistes. Nous sommes des camarades. Il n'y a pas d'autorité dans un parti politique où il n'y a que des camarades. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, vous étiez nombreux à nous regarder de partout ailleurs.
Nous recevions sur ce plateau les professeurs Bilolo Moubabingé. Il est bien sûr philosophe, égyptologue, expert en religion africaine, également directeur chargé de la bonne continuité à l'Institut national ou africain d'études prospectives. Alors, nous allons nous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro de Savoir Plus. Pour l'instant, passez une excellente suite de la programmation de nos émissions sur votre chaîne. À tout à l'heure.